Faut-il faire comme les autres? Faut-il suivre les autres ou pas? Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Dans cette vidéo, je vais revenir sur les comportements conformistes. Comme vous le savez, beaucoup de gens ont tendance naturellement à calquer leur comportement sur ceux des autres. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, bien au contraire d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, mais il existe deux circonstances dans lesquelles cela peut provoquer une catastrophe, ou en tous les cas avoir une conséquence fâcheuse. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Cette vidéo est une suite à la vidéo précédente dans laquelle j'évoquais la preuve sociale. Je le rappelle, en cas d'incertitude, les gens ont tendance à faire comme les autres. En gros, c'est ça qu'on appelle la preuve sociale. Même s'ils sont méprisés par certains, les comportements suivistes ne sont pas du tout une mauvaise chose en eux-mêmes. Bien au contraire, et on va voir pourquoi. Cette vidéo, je l'ai coupée en 4 parties. Dans la première partie, on va voir pourquoi se comporter comme les autres est un comportement plutôt sage. Dans la deuxième et la troisième partie, on va voir la faille des comportements conformistes et surtout, on va voir ensemble les deux circonstances dans lesquelles ces comportements peuvent avoir des conséquences fâcheuses, graves et peut-être même provoquer des catastrophes. D'ailleurs, je vous donnerai un exemple où on va voir comment certains Indiens d'Amérique chassaient le bison. C'est une technique à la fois hyper simple et hyper redoutable et qui justement utilise la preuve sociale contre les bisons, à l'encontre des bisons. Et j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il illustre très bien les propos que je vais évoquer ici dans cette vidéo. Et enfin, pour terminer, dans la quatrième partie, on va voir des cas pratiques de situations où la preuve sociale peut tourner à la catastrophe. Potentiellement, en tous les cas, on va surtout voir ce qui peut se passer si on fait confiance à la preuve sociale sans jamais réfléchir, sans jamais remettre celle-ci en question. Et on va comprendre les mécanismes qui peuvent piéger les gens. Alors juste entre parenthèses, cette vidéo est une synthèse de plusieurs lectures, de plusieurs ouvrages, de plusieurs recherches, mais elle est quand même fortement inspirée de l'ouvrage dont je vous parlais dans ma vidéo précédente, et dont d'ailleurs je vais tirer plusieurs exemples que je vais vous donner ici, comme notamment celui de la chasse au bison. Commençons tout de suite par la première partie. Pourquoi se comporter comme les autres est un comportement plutôt sage? La réponse à cela est très simple, c'est que la preuve sociale, elle marche dans les situations ordinaires, et elle est terriblement efficace. Explication. Quand nous devons prendre une décision, nous avons deux options. L'option 1, c'est de prendre la décision personnellement. Ça veut dire que nous devons nous renseigner sur les avantages et les inconvénients d'un choix ou de l'autre choix. Et une fois que ces informations-là, nous les avons rassemblées, récoltées, eh bien nous devons les analyser, les comprendre. Nous devons aussi les examiner et enfin faire notre choix final. Et donc ça demande des ressources, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Alors que nous avons l'option 2, qui n'est donc pas de prendre la décision personnellement, mais de prendre la même décision que les autres. Et quand on choisit l'option 2, il suffit simplement de regarder quel choix ont fait les gens dans la même situation que nous. Si on voit qu'ils sont satisfaits de leur choix, il suffit donc de faire la même chose et il est probable qu'on soit nous aussi satisfaits de ce choix-là. On a ainsi économisé beaucoup de ressources, du temps et des efforts notamment, et on est donc, comme je le disais, à peu près certain que c'est aussi la bonne décision pour nous. Si je prends un exemple concret, imaginons Gabrielle est une femme qui veut changer de smartphone, mais elle ne s'y connaît pas du tout en smartphone. Elle ne sait pas quel modèle choisir. Ses amies, ses 3 amies, elles ont toutes le même modèle et elles en sont satisfaites. Eh bien, Gabrielle, en choisissant elle aussi le modèle de ses amies, elle n'a pas besoin de passer du temps à faire des recherches, à se renseigner, à s'arracher les cheveux peut-être pour comprendre les spécificités techniques de chaque appareil. Il suffit de faire comme ses amis, et ainsi elle aura économisé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, tout en étant à peu près certaine d'être satisfaite de son choix. Alors comme on le voit à travers cet exemple, faire comme les autres, suivre les autres, utiliser donc cette preuve sociale, faire confiance à cette preuve sociale, c'est pas nécessairement un problème, bien au contraire, même si souvent on méprise les comportements suivistes, conformistes. Là, dans ce cas-là, c'est plutôt une démarche sage, peut-être même intelligente. En tout cas, c'est une démarche qui est efficace et on pourrait même dire efficiente. Alors, quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème d'abord? Oui, il y a un problème parce que Gabrielle, elle considère que ses 3 amies ont fait un bon choix puisqu'elles en sont satisfaites à ce jour. Mais si les 3 amies se sont trompées, alors elle aussi, Gabrielle, se sera trompée. Je vais revenir dans cette vidéo sur cet exemple-là, donc gardez-le bien en tête. Parce que je vais vous montrer de quelle façon cette preuve sociale-là, même si ses amis sont satisfaits de leur choix, peut entraîner une insatisfaction et finalement un mauvais choix, alors que si Gabrielle avait fait ses recherches par elle-même, elle aurait pu éviter la déception
qu'elles auront toutes les 4. Donc, je résume, il y a des gros avantages à faire confiance à la preuve sociale. Déjà, le mécanisme des décisions consomme peu de ressources, je l'ai dit à l'instant. Ça veut dire que ça nous permet de libérer notre esprit pour exécuter d'autres tâches. Le mécanisme de décision est plus rapide et ça peut sauver des vies. Voilà pourquoi d'ailleurs on est peut-être conditionné à faire tellement confiance aux autres. Imaginons à l'échelle d'un animal, une poule. Si elle voit ses congénères s'enfuir dans une direction, il est probable qu'elle va faire la même chose sans forcément savoir pourquoi. Et c'est une bonne chose parce que si elle prenait le temps de savoir pourquoi les autres s'enfuient et d'analyser la situation, eh bien, elle pourrait peut-être se faire attraper par un prédateur. Et comme on le voit dans cet exemple-là, le temps de réaction est primordial. Donc, le fait de faire confiance aux autres, donc le fait de mimer les autres, de s'enfuir comme les autres sans comprendre pourquoi on le fait, en fait, ça peut sauver la vie. Un autre avantage de la preuve sociale, c'est que le mécanisme de décision via la preuve sociale, il pallie au manque d'informations. Les autres savent peut-être quelque chose que nous, on ne sait pas. Par exemple, la poule, elle ne sait peut-être pas qu'il y a un prédateur dans le coin puisqu'elle ne l'a pas vu, mais les autres le savent. Et donc, en mimant leur comportement, elle va elle aussi se protéger, s'enfuir et donc se protéger, se cacher. Les autres savent donc peut-être quelque chose que nous on ne sait pas, et adopter leur comportement permet alors à nous aussi de prendre la bonne décision, qu'on n'aurait pas prise sans calquer notre comportement sur le leur, parce que nous, il nous manquait cette information-là que eux avaient. Je vais prendre l'exemple des automobilistes. Imaginez qu'un automobiliste soit en train de doubler sur l'autoroute. Et il voit au loin les voitures qui sont dans l'autre voie en train de freiner. Eh bien, il aura tendance lui aussi à freiner, alors que finalement les voitures comme elles sont sur l'autre voie, même si elles freinent, ça ne les gêne pas, il peut passer. Mais il va avoir tendance à freiner en se disant, si les autres freinent au loin, même si moi je ne vois rien, c'est qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas. Il y a certainement quelque chose sur la chaussée, un piéton, un animal, un accident, en tout cas un obstacle. Donc je vais faire comme les autres, je vais freiner, parce que peut-être que si j'attends avant de freiner, il sera trop tard le moment où je verrai cette chose. Comme je le disais tout à l'heure, le problème de la preuve sociale, c'est qu'elle n'est pas fiable à 100%. On se repose sur les autres. Et si les autres se sont trompés, si les autres ont pris la mauvaise décision, on va prendre nous aussi la mauvaise décision. Et donc, même si la preuve sociale fonctionne dans 99% des cas, bon, c'est un chiffre que je donne au hasard, il existe les 1% de cas où elle ne fonctionne pas et où les conséquences peuvent être graves, mais même produire des catastrophes. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans la suite. Cela nous amène donc aux 2 circonstances dans lesquelles la preuve sociale ne fonctionne pas et dans lesquelles elle peut avoir des conséquences de taille, voire catastrophiques. Passons donc maintenant à la deuxième partie où je vais évoquer une des 2 circonstances importantes dans lesquelles la preuve sociale échoue et peut nous induire gravement en erreur. Quelle est cette première circonstance ? La première circonstance dans laquelle la preuve sociale peut nous induire en erreur, c'est le cas de la falsification et de l'impression. Alors, je vais vous expliquer tout de suite de quoi je parle. Comme je le disais tout à l'heure, le problème de la preuve sociale, c'est qu'on remet notre jugement entre les mains d'autres personnes. Et celles-ci peuvent avoir pris la mauvaise décision. Et ça, c'est ce qui arrive quand des données erronées sont introduites au sein du groupe. Donc la première circonstance, la voici. C'est donc celle où les données ont été délibérément falsifiées, où elles ont été délibérément truquées, par celui qui veut obtenir un certain comportement de la part d'une personne ou d'un groupe de personnes, on va appeler ça la cible. Donc si quelqu'un veut obtenir un comportement précis de la part d'une cible, il peut utiliser la preuve sociale contre cette cible-là, et il va donner à sa cible l'impression que les autres se comportent de la façon qu'il aimerait que eux se comportent. L'objectif, c'est que la cible donc copie ses comportements sur les comportements prétendus de l'autre groupe. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais vous allez tout de suite comprendre à travers l'exemple que je vais donner tout de suite. C'est un exemple concret. C'est celui des rires préenregistrés et des claques. Alors, les rires préenregistrés des feuilletons télévisés, vous connaissez. Les claques, peut-être pas. Il ne s'agit pas d'une gifle. Alors, qu'est-ce que c'est que les claques ? La claque, c'est quelque chose qui est apparu à l'opéra en 1820 à peu près. La définition que Wikipédia nous donne sur la claque, c'est ceci. La claque, c'est au théâtre ou à l'opéra un ensemble de personnes, qu'on appelle des claqueurs, qui sont engagés pour soutenir ou faire choir une pièce par des manifestations bruyantes, applaudissements, rires, sifflets, huées. En fait, la claque, elle remonte à l'Antiquité. Lorsque Néron jouait, 5000 de ses soldats saluaient sa performance par un éloge chanté.
Ensuite, la claque elle a été développée notamment au XVIe siècle par le poète Jean Dorat. En fait, ce que lui il faisait, c'est qu'il achetait un certain nombre de billets pour la représentation de ses pièces, puis il les donnait ensuite en échange d'une promesse d'applaudissement. Et on arrive en 1820, où la claque s'est systématisée avec l'ouverture à Paris d'une agence destinée à fournir et à gérer des claqueurs. Je répète, à Paris, une agence s'est ouverte où on a fourni et géré des claqueurs. Donc ça, c'était à l'initiative de deux habitués de l'Opéra de Paris, qui s'appelaient Sauton et Porcher, et qui étaient aussi deux hommes d'affaires. Donc je pense que vous avez bien compris, leur produit, ce qu'ils vendaient, c'était un applaudissement. C'était l'applaudissement de la part des claqueurs. Et du coup, les directeurs de théâtre et d'opéra pouvaient alors commander une troupe de claqueurs. La troupe, elle était soit répartie dans la salle, soit installée aux places qui se trouvent derrière les fauteuils d'orchestre. C'est ce qu'on appelle le parterre. Et on remettait aux claqueurs la liste des passages où ceux-ci devaient applaudir. Et il y avait même généralement un chef de claque. Vous voyez, comme il y a le chef d'orchestre, il y avait le chef de claque qui dirigeait les claqueurs. C'est lui qui déterminait où les efforts des claqueurs étaient nécessaires. Et ça, la claque, ça s'est ensuite développé encore davantage et les professionnels de la claque se sont mis à proposer toute une gamme de produits. Et il y avait des spécialités, les claqueurs avaient leurs spécialités. Il y avait par exemple la pleureuse qui était capable de pleurer sur commande. Il y avait le bisseur qui criait bis ou bien encore avec beaucoup d'enthousiasme. Et il y avait aussi le rieur qui lui avait un rire contagieux. Alors, ce qui est dingue surtout au sujet de la claque, mais aussi au sujet des rires préenregistrés, c'est que la supercherie, elle était assumée et pas du tout cachée. La claque n'était ni déguisée ni renouvelée. Les claqueurs occupaient toujours les mêmes places, soirée après soirée, année après année, et le chef de claque, lui, il pouvait rester dans sa fonction pendant 20 ans. Donc, vous voyez, ça fonctionnait, sinon ça n'aurait pas existé. Ça fonctionnait, mais il n'y avait même pas besoin de cacher cette preuve sociale, cette supercherie pour que celle-ci fonctionne. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous donner un deuxième exemple concret de la preuve sociale et de ses applications, c'est celui des témoignages dans la publicité. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Pour utiliser la preuve sociale à leur avantage, les publicitaires peuvent recueillir des témoignages authentiques. Mais ils peuvent aller plus loin et sélectionner ces témoignages authentiques, sélectionner les meilleurs. Et le fait de les sélectionner, ça peut forcément biaiser la perception du consommateur. Imaginons un cas critique où seulement 1% des clients sont satisfaits. Si on diffuse les témoignages de ces seulement 1%, le consommateur qui verra la publicité aura la sensation, l'impression, c'est pour ça que je parlais d'impression tout à l'heure, il aura l'impression, le consommateur, que tout le monde est satisfait de ce produit, alors qu'en réalité, il n'y a que 1% des gens. Et le publicitaire peut aller plus loin, et vous l'avez certainement vu à la télévision, il y a des témoignages qui sont joués par des acteurs, ce ne sont pas des vrais clients, ce ne sont pas des vrais consommateurs, ce sont des acteurs. Je crois qu'on a vu ça par exemple dans les publicités pour les lessives. Donc en fait ces acteurs jouent le rôle d'un vrai consommateur, d'un consommateur ordinaire, et le texte il est déjà écrit à l'avance. Donc vous voyez, cette preuve sociale elle joue sur l'impression que les gens sont satisfaits, alors que ce sont des acteurs, et peu importe le réel dans ce genre de situation-là. On voit donc que la preuve sociale peut être détournée, falsifiée, truquée par des personnes qui veulent délibérément obtenir de la part de leur cible un certain comportement en faisant croire à cette cible-là que d'autres personnes similaires ont le même comportement, ont le comportement qu'ils souhaitent. Donc, je résume, première circonstance dans laquelle la preuve sociale échoue ou induit en erreur, c'est celui où les données ont été délibérément falsifiées, truquées par un tiers, afin de donner une impression à sa cible. Passons maintenant à la deuxième circonstance. Et restez avec moi parce que je trouve que c'est encore plus intéressant. La deuxième circonstance dans laquelle la preuve sociale échoue, dans laquelle la preuve sociale nous induit en erreur et peut provoquer des catastrophes, c'est celui de l'erreur innocente. Je m'explique. Parfois, une erreur innocente s'accumule et finit par se transformer en une preuve sociale trompeuse qui conduit à la mauvaise décision, tous ceux qui font confiance à cette preuve sociale. Pour comprendre cela, je vais prendre une illustration. Imaginons sur une route assez chargée, où les voitures roulent assez doucement, deux voitures, l'une après l'autre, décident de changer de voie, pour une raison X ou Y qui leur est personnelle,
Et ce changement de voie est une pure coïncidence pour les deux conducteurs. Donc elles vont mettre leur clignotant pour changer de voie et elles vont même forcer le passage. Voyant cela, la personne qui se trouve derrière ces deux voitures va penser, peut-être, qu'il y a un obstacle qui fait que ces deux voitures vont vouloir changer de voie. Elle va penser qu'il y a un obstacle, un accident, des travaux, une voiture mal garée, mais un obstacle qu'il ne voit pas. Et comme il ne le voit pas, mais qu'il voit les deux voitures changer de voie, il va faire de même et changer lui aussi de voie. La voiture qui est encore derrière, donc la quatrième voiture, elle va voir ses trois premières voitures changer de voie. Et elle va faire comme la troisième voiture, elle va arriver à la même conclusion, et elle va donc forcer elle aussi le passage pour rentrer sur l'autre voie. Et ainsi de suite. Cinquième voiture, sixième voiture, et comme ça, ainsi de suite. Donc plus il y a de voitures qui changent de voie, et plus la preuve sociale se renforce, plus elle induit les gens en erreur, provoquant ainsi des ralentissements et finalement peut-être un accident réel. Alors si on décortique ce qu'il se passe dans cet exemple-là, qui est un exemple réel, pris d'une situation réelle, qu'est-ce qui nous conduit à l'erreur? Quel est le mécanisme? Il y a déjà l'erreur initiale, une erreur qui est commise au départ, celle de penser que les gens changent de voie à cause d'un obstacle. Ensuite, il y a la supposition d'une information manquante, on suppose que les autres savent quelque chose que nous on ne sait pas. Et plus il y a de gens qui font la même chose, et plus on aura tendance à penser qu'il nous manque à nous une information clé pour comprendre le choix des autres, alors qu'en fait, ils ne font que copier ce que font les autres avant eux. Pensez bien à cet exemple des voitures qui changent de voie. Ensuite, il y a l'incertitude. Ce qui nous pousse à adopter le même comportement que les autres, c'est l'incertitude. On ne sait pas quoi faire, donc dans ce genre de situation, en cas d'incertitude, l'individu adopte le même comportement que les autres et vient lui-même renforcer l'effet preuve sociale pour les suivants. L'effet preuve sociale avec un comportement non adapté. Et pour terminer, il y a la répétition pour chaque individu, puisque chacun suit le même raisonnement, le même algorithme. Donc plus la foule à s'être trompée est importante, et plus les indices sociaux erronés sont forts. Et on a ainsi un effet domino ou un effet boule de neige. Vous comprenez. Donc, je résume, ce mécanisme est dû à 4 facteurs. Une erreur initiale, la supposition qu'il nous manque une information importante, l'incertitude, et enfin la répétition pour chaque individu qui utilise cette preuve sociale. Et donc ça nous donne tout cela un effet domino, un effet boule de neige. Alors qu'est-ce qu'il faut déduire de ces deux circonstances dans lesquelles la preuve sociale nous mène en erreur? Eh bien c'est qu'il est toujours bon de lever la tête et de réfléchir. Et on va voir ce qui se passe si on suit la preuve sociale sans s'arrêter pour réfléchir. Et ce que je vais vous donner, ce sont des exemples qui peuvent mener à la catastrophe. On arrive dans la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Et maintenant, on va voir, à travers des exemples concrets, les conséquences de la preuve sociale quand celle-ci est suivie sans s'arrêter pour réfléchir. Quand les gens font confiance aveuglément à cette preuve sociale et ne réfléchissent pas. Et on va tout de suite passer par un premier exemple, celui de la chasse au bison. Ce mode de chasse au bison dont je vais vous parler, c'est une ancienne technique de chasse que certaines tribus indiennes utilisaient. C'était les pieds noirs, les cris, les snakes et les crows. Comment se passait cette chasse au bison? Eh bien tout d'abord, les Indiens effrayaient les bisons de manière à ce que ceux-ci s'enfuient dans une direction bien précise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bisons voient assez bien sur les côtés, mais beaucoup moins bien devant eux. Et quand le troupeau s'enfuit, chaque individu court tête baissée, et ne relève pas la tête pour voir ce qu'il y a devant. Si bien qu'ils ont du mal à voir ce qu'il y a devant. Ils ont une mauvaise vision devant, et en plus, ils courent tête baissée, sans parler des autres individus qui sont devant eux. Et qu'est-ce que faisaient les Indiens? Eh bien, c'est qu'ils prenaient soin de diriger les bisons vers une falaise. Les animaux, les bisons couraient ainsi tête baissée, et ceux qui étaient en tête, ils se retrouvaient poussés dans le précipice par ceux qui arrivaient derrière eux. Et ceux qui arrivaient derrière eux tombaient aussi suite à leur propre mouvement et poussés également par les autres. Et c'était un carnage. Et la chasse était très très bonne par ce piège. Cet exemple nous montre donc comment la preuve sociale, les bisons qui suivent d'autres bisons sans réfléchir, qui font tête baissée, peut induire une catastrophe. On va parler maintenant d'une application pratique à travers le monde de l'entreprise. Comment une entreprise pourrait vendre sa pilule magique en utilisant les leçons de cette vidéo?
Alors bien sûr, j'en parle pas pour appliquer ceci, mais plutôt pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il est possible de faire, et surtout pour voir ce genre de situation quand elle se réalise sous vos yeux. Imaginons donc une entreprise alpha, et cet exemple-là est 100% fictif. Dans mon exemple, l'entreprise alpha est une entreprise peu scrupuleuse, aux pratiques douteuses. Elle vient de mettre au point une pilule magique qui protège contre toutes les maladies connues, en tout cas d'après ses tests. Mais par contre, personne ne connaît les effets de cette pilule à moyen et long terme, puisqu'elle est toute nouvelle. Alors forcément, les gens sont un peu suspicieux. Comment l'entreprise pourrait tirer profit de la preuve sociale? Quelle stratégie pourrait-elle utiliser? Eh bien, le principe pourrait être le suivant. Alors bien sûr, ce que je donne, c'est très schématique. Dans la vraie vie, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Mais à cette entreprise-là, il lui suffirait simplement de convaincre au départ un petit groupe de personnes. Peut-être en utilisant des données d'ailleurs délibérément falsifiées, truquées, puisque c'est une entreprise peu scrupuleuse, voire malhonnête. Elle pourrait donc convaincre un petit groupe de personnes, puis faire grandir la taille de ce groupe en convainquant les suivants à l'aide de la preuve sociale, comme on l'a vu par exemple avec les voitures. Comme de plus en plus de gens vont alors prendre cette pilule, les indices sociaux vont devenir de plus en plus forts. Voilà pour le principe, mais concrètement comment elle pourrait faire cette entreprise? Eh bien elle pourrait segmenter sa cible par tranche d'âge, et commencer par exemple par les personnes les plus âgées. L'avantage pour elle, c'est que les personnes les plus âgées sont celles pour qui cette pilule sera théoriquement la plus bénéfique, puisque les personnes âgées sont potentiellement les personnes les plus fragiles. Mais ce n'est pas tout, les personnes âgées sont aussi les personnes les plus vulnérables. Je le rappelle, c'est une entreprise peu scrupuleuse. Les personnes âgées sont donc les personnes les plus faciles à convaincre, ou plutôt même à abuser. Et en voyant les premiers membres de cette tranche d'âge prendre la pilule magique, les autres membres de cette même tranche d'âge se laisseraient convaincre à leur tour, si on en croit la théorie de la preuve sociale. Et donc, ainsi, l'entreprise pourrait étendre progressivement les tranches d'âge aux personnes de plus en plus jeunes. Elle commencerait peut-être par exemple par les plus de 85 ans, puis 75 à 85, 65 à 75, etc. Et le pourcentage global de la population qui aura pris sa pilule magique sera de plus en plus important, ce qui progressivement augmente le facteur preuve sociale. Encore une fois, si on prend l'exemple de la voiture, 2 voitures qui tournent, peut-être qu'il y a un obstacle, 3 voitures, la probabilité est plus grande, 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures, c'est de plus en plus convaincant. Et alors, entre parenthèses, là on va mettre de côté la preuve sociale, il y a d'autres leviers sur lesquels l'entreprise pourrait jouer, pour mettre toutes les chances de son côté. Elle pourrait aussi jouer, par exemple, sur la preuve d'autorité, en soudoyant, en corrompant des spécialistes de la santé pour qu'ils parlent en bien de sa pilule magique. Elle pourrait utiliser la rareté et dire il n'y en aura pas pour tout le monde parce qu'on commence seulement à produire, donc les premiers arrivés seront les premiers servis. Et elle peut aussi jouer sur l'urgence et la peur. Parce que quand les gens ont peur, ils arrêtent de réfléchir. Et elle pourrait pousser plus loin les choses en convainquant les gens que s'ils ne prennent pas sa pilule magique, ils mourront dans l'année dans d'atroces souffrances. Et là, vous voyez, tout de suite, c'est plus convaincant. Alors bien sûr, c'est une situation 100% fictive, vous l'avez bien compris, mais dans cet exemple fictif, les gens ont suivi les spécialistes soudoyés, puis la preuve sociale grandissante, à l'instar des bisons qui couraient vers le précipice en suivant les autres. Et quel est le problème des gens qui ont fait confiance à leurs congénères à travers la preuve sociale? Eh bien, c'est qu'elle ne suffit pas à elle seule. Comme je le disais au début de cet exemple, c'est une pilule magique toute nouvelle. Et personne ne sait quelles seront les conséquences de cette pilule magique à moyen ou à long terme. Et qui sait, peut-être que les personnes auront un troisième bras qui leur poussera dans le dos. D'où l'importance de relever la tête individuellement et de prendre le temps de faire ses propres recherches pour comprendre où notre décision peut nous entraîner. Tout le monde a pris cette pilule magique? D'accord, certes. Mais est-ce que moi je vais faire comme eux? Pourquoi je copierai leur comportement? Qu'est-ce qui me prouve que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai pas un troisième bras qui va me pousser dans le dos? Personne ne le sait en fait, même pas le fabricant. Ou peut-être que lui le sait et qu'il le cache. Bref, j'en ai terminé avec cet exemple fictif. Juste avant de terminer, je vais revenir sur l'exemple de Gabriel qui a choisi son smartphone en faisant confiance à ses 3 amis, en prenant le même smartphone que ses 3 amis. Vous savez, c'est l'exemple que j'avais évoqué tout au début de cette vidéo. Il est possible que la première des 3 amies ait choisi ce modèle de smartphone parce que le vendeur avait tout simplement un stock à écouler et le lui a conseillé, ou alors parce qu'elle aimait bien la couleur. Donc vous voyez, c'est pas du tout un choix rationnel dans le deuxième cas, et dans le premier cas, c'est carrément
parce qu'elle avait une information erronée. Le vendeur avait un stock de smartphones qu'il voulait écouler, il lui a conseillé ce smartphone-là. Donc là, elle s'est plutôt fait rouler dans la farine par ce vendeur. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, peut-être, dans cet exemple-là? C'est que la deuxième amie, puis la troisième, elles ont fait la même chose que la première, parce que la première était satisfaite de son smartphone. Le souci, c'est que, même si le smartphone leur convient à toutes les trois aujourd'hui, il a peut-être un défaut énorme. Peut-être que sa batterie elle est soudée, donc impossible à changer, et qu'elle a une durée de vie très faible, 1 an. Ça veut dire que dans 1 an, peut-être que dans 1 an, les trois amies pourraient être toutes les trois très déçues. Alors qu'en réalité, ce défaut de l'appareil, il était facile à découvrir en faisant quelques recherches très simples. Autrement dit, il est possible que dans 1 an, les 4 amies se retrouvent très déçues par le choix de leur smartphone parce qu'en réalité, ce défaut de l'appareil, il était très facile à découvrir en faisant quelques recherches très simples, très rapides, mais ces recherches-là, elles ne l'ont pas faites. Elles se sont faites confiance et finalement, un peu comme les bisons, elles vont se retrouver toutes les 4 dans le précipice. Heureusement, là, pour elles, la situation est beaucoup moins grave. Allez, pour aller plus loin sur la preuve sociale, je vous invite à regarder ma vidéo précédente, celle que j'ai publiée la semaine dernière, où j'explique qu'il existe une circonstance où la preuve sociale fonctionne pleinement. Je le répète, la preuve sociale fonctionne essentiellement en cas d'incertitude, mais il y a un facteur très important que j'explique dans cette vidéo-là, dans laquelle la preuve sociale fonctionne pleinement. Concrètement, dans l'exemple que j'ai donné dans cette vidéo-là, en la présence de ce petit ingrédient qui fait qu'elle fonctionne pleinement, la preuve sociale fonctionne 2 fois mieux. Dans l'exemple, dans l'exemple concret que j'ai donné. Voilà, avec ce petit ingrédient, la preuve sociale peut fonctionner pleinement jusqu'à 2 fois mieux. J'ai mis un lien sous cette vidéo aussi pour que vous puissiez accéder rapidement à la vidéo suivante. J'ai mis ce lien dans la description. Si vous êtes sur smartphone, il faut faire apparaître la description. Vous cliquez sur le petit triangle en bas à droite de votre écran. Ça fait apparaître la description et vous pouvez accéder à la vidéo suivante. Sinon, vous avez juste à accéder à l'historique de mes vidéos et vous prenez la vidéo précédente. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout de suite dans l'autre vidéo. À bientôt.